On a vu qu'un réseau sans fil peut être composé d'AP autonomes ou d'AP Lite couplés à un ou plusieurs contrôleurs WLAN. Un AP autonome est un appareil qui peut fonctionner tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien d'autre pour transférer des trames Ethernet d'un VLAN filaire vers un LAN sans fil. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Dans ce type de config, le point d'accès autonome mappe chaque VLAN à un WLAN et un BSS. Comme on le voit sur le schéma, l'AP autonome possède une seule interface Ethernet filaire, ce qui signifie que l'ensemble des VLAN doivent lui être acheminés par une liaison trunk. Un point d'accès Lite possède aussi qu'une seule interface filaire Ethernet, et par contre, il doit être associé à un contrôleur LAN pour qu'il fonctionne complètement. Dans ce type de config, les VLAN se terminent au niveau du contrôleur et n'ont pas besoin de descendre jusqu'en bas car ils sont transportés par le tunnel cap WAP entre le contrôleur et le point d'accès léger. Ce qui signifie que l'AP n'a besoin que d'un lien accès pour se connecter à l'infrastructure réseau. Pour configurer et gérer les points d'accès de chez Cisco, vous pouvez y connecter votre PC avec un câble console, c'est-à-dire un câble série qui sera connecté sur le point d'accès. Si l'AP est déjà opérationnel et qu'il possède une adresse IP, alors vous pouvez même vous y connecter en Telnet ou SSH pour avoir accès à la CLI. Les points d'accès autonomes prennent en charge des sessions par un navigateur via HTTP et HTTPS. Les points d'accès Lite sont aussi compatibles pour une configuration par le navigateur, sauf que la session doit être établie sur le contrôleur. Pour vous connecter et configurer un contrôleur WLAN, vous devrez ouvrir un navigateur web à l'adresse IP du contrôleur avec HTTP ou bien HTTPS. Il faut bien sûr que le contrôleur ait déjà son adresse IP de gestion assignée à son interface. L'interface web donne un moyen efficace de surveiller, configurer et de dépanner un réseau sans fil. Il est bien sûr possible, si vous préférez les lignes de commande, de vous y connecter par une session Telnet ou SSH. Que ce soit par l'interface web ou l'interface CLI, les admins devront avoir un compte utilisateur de gestion. Ce compte peut être géré soit en local ou bien avec un serveur d'authentification comme un serveur Tacax ou Radius qu'on appelle aussi un serveur 3A. Alors pour le CCNA, l'objectif est de se concentrer sur l'interface graphique du contrôleur pour configurer un WLAN. Dans les exemples qui vont suivre, l'interface WLAN a déjà été configurée, c'est-à-dire que le contrôleur possède déjà une IP pour pouvoir s'y connecter. Dans la suite du cours, nous verrons comment configurer une topologie WLAN en partant de zéro à l'aide du simulateur Packet Tracer. Pour revenir à l'interface graphique, lorsque vous y êtes connecté, le contrôleur affichera le tableau de bord qui ressemblera à cette illustration. La connexion d'un contrôleur LAN sans fil au réseau n'est pas aussi simple car il existe plusieurs types de connexions différentes. Quand on travaille sur des routeurs ou des switches, les termes interface et port sont identiques. Par exemple, chez les commutateurs, on peut les appeler modèle 48 ports et on dira qu'on fait des modifs sur des interfaces. Eh bien, chez les contrôleurs sans fil, c'est un petit peu plus différent. Les ports et les interfaces font référence à différents concepts. Les ports du contrôleur sont des connexions physiques à relier vers un réseau câblé ou commuté, tandis que les interfaces sont des connexions logiques qui s'établissent en interne au sein même du contrôleur. On va donc détailler chaque type de connexion. Il est possible de connecter différents types de ports du contrôleur au réseau. Sur le schéma, on peut voir un port de service qui est utilisé pour la gestion du système, c'est-à-dire pour récupérer le système ou pour gérer les fonctions de démarrage. Ce port se connecte toujours à un port du switch en mode Access. On a les ports de distribution du système. Ils sont utilisés pour le trafic des points d'accès et aussi pour de la simple gestion. Ce type de port se connecte généralement à un port du switch en mode trunk.
Le symbole lag représente les liens agrégés qui permettent de regrouper plusieurs ports réseau. Il y a le port console pour se connecter à l'aide d'un terminal qui sera configuré avec les mêmes paramètres que la CLI sur les switches et routeurs, c'est-à-dire une vitesse de 9600 baud, 8 bits de données et 1 bit d'arrêt. Et on a un port de redondance qui est utilisé pour connecter un autre contrôleur afin de garantir un fonctionnement en haute dispo. Pour revenir au port de service, habituellement on les attribue à un VLAN de gestion pour pouvoir y accéder avec une connexion SSH ou bien à l'aide d'un navigateur web, ce qui est très utile pour de la maintenance. Alors chaque port de service ne peut prendre en charge qu'un seul VLAN. Et le port sur lequel il sera raccordé au switch devra être déclaré en mode Access. Les ports de distribution transportent la plupart des données à destination et en provenance du contrôleur. Par exemple, les tunnels CAP WAP transitent sur les ports de distribution. Les clients passent également des LAN sans fil aux VLAN câblés sur ces ports. Pour tirer le meilleur parti de chaque port du système de distribution, on peut tous les configurer pour qu'ils fonctionnent comme un groupe logique, un peu comme un Ether Channel ou un port channel sur un commutateur. Sur un contrôleur, on appelle ça un groupe d'agrégation de liens, qu'on voit sous les initiales de LAG. Sur le schéma, on voit bien que les 4 ports du système de distribution sont configurés en agrégation. Avec ce type de configuration, le trafic peut être équilibré sur les différents ports que compose le lag. L'avantage, c'est que si un port tombe en panne, eh bien le trafic sera redirigé vers les autres ports en service. On a vu qu'à l'aide de ces ports système de distribution, un contrôleur pouvait se connecter à plusieurs VLAN sur le réseau commuté. Alors en interne, le contrôleur doit en quelque sorte mapper ces VLAN câblés à des réseaux sans fil logiques équivalents. Par exemple, supposons que le VLAN 10 soit réservé aux utilisateurs sans fil dans le service marketing d'une entreprise. Ce VLAN devra être connecté à un LAN sans fil qui existe sur un contrôleur et sur ses points d'accès qui lui sont associés. Et le réseau sans fil doit ensuite être étendu à chaque client qui vient s'associer au SSID du service marketing. Les contrôleurs sans fil fournissent donc la connectivité avec des interfaces logiques en interne qui doivent être configurées avec une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un serveur DHCP. Chaque interface logique est ensuite affectée à un port physique et un ID VLAN. On peut considérer une interface comme une terminaison de couche 3 sur un VLAN. Comme tous les ports du contrôleur, on va maintenant détailler ces interfaces. On a l'interface de gestion, qui est utilisée pour le trafic de gestion de base, c'est-à-dire pour l'authentification des utilisateurs Radius, la communication de contrôleur à contrôleur, les sessions web et SSH, SNMP, le protocole NTP, syslog, etc. On a l'interface qui gère la redondance. Ici, l'adresse IP qui gère la redondance fera partie d'un ensemble de contrôleurs à haute dispo. Le contrôleur actif utilisera l'adresse de l'interface de gestion et les contrôleurs de secours utiliseront l'adresse qui gère la redondance. Ensuite, on a l'interface virtuelle. Le contrôleur a une interface virtuelle qu'il utilise pour la gestion de la mobilité, ce qui inclut le relais DHCP, l'authentification web, la terminaison VPN et d'autres fonctionnalités. Cette adresse IP est utilisée uniquement dans la communication entre le contrôleur et les clients sans fil. Par exemple, lorsqu'un client sans fil fait une demande pour obtenir une adresse IP, alors le contrôleur pourra relayer cette demande sur un serveur DHCP qui pourra lui fournir une adresse IP. L'adresse de l'interface virtuelle ne doit pas être utilisée sur Internet ou bien même sur le réseau local. Pour continuer, on a l'interface du port de service. Elle est utilisée pour communiquer avec le port de service. Et pour finir, on a l'interface dynamique, qui est utilisée pour connecter un VLAN à un WLAN, ce qui permet d'établir des connexions logiques entre les réseaux sans fil et câblés.